Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Alors, on inaugure une autre façon de faire parce que, voilà, il n'est pas toujours facile d'avoir nos hôtes à l'endroit où j'enregistre généralement, mais enfin, ce n'est pas grave. Nous avons quand même avec nous le plaisir d'avoir aujourd'hui Sylvain Ferreira, qui est un historien militaire. On peut vous présenter comme ça, cher Sylvain, je pense. Ah oui, tout à fait, oui, oui, c'est la Voilà, bonne voilà. définition. Spécialiste, eh bien de l'art de la guerre, on va dire, et de la guerre contemporaine, surtout, notamment. Vous avez écrit 2 ouvrages que je vais citer: La fin de la domination américaine en 2025, bon, on peut dire que c'est d'actualité, et puis Les fantômes d'Azovstal en 2026, me semble-t-il. Vous avez fondé assez récemment un canal YouTube, une chaîne YouTube qui s'appelle Veille stratégique, qui est très intéressante, et j'invite nos auditeurs à aller voir et à vous abonner et à aller écouter Sylvain Ferreira plus régulièrement si vous ne le faites déjà. Alors moi, j'ai souhaité qu'on fasse un entretien géopolitiquement incorrect ensemble, parce que je voudrais que vous répondiez à la grande question, n'est-ce pas, qui alimente les plateaux, les états-majors, les dîners en ville, mais qui n'est pas du tout une question légère, hein, qui n'est pas du tout une question légère, pas du tout. C'est finalement, la Russie a-t-elle gagné ou perdu cette guerre? On peut d'ailleurs le mettre au présent. Et qu'en est-il, par voie de conséquence, de l'Ukraine sur un certain nombre de plans, hein, que ce soit le plan des opérations elles-mêmes, le plan des pertes, le plan de l'avenir, le plan du potentiel, le plan des formats, le plan des avancées technologiques aussi, puisque on peut dire que depuis plus de 4 ans, on assiste quand même à des évolutions aussi dans la manière de mener la guerre, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, avec les drones, mais pas seulement. Donc ça, c'est pour moi, c'est le point central. Et finalement, bon, moi j'ai mon avis, vous avez évidemment le vôtre, qui est certainement encore bien plus argumenté que le mien. Mais tout le monde a un peu son idée, si vous voulez. Quand vous parlez avec qui que ce soit, ils disent, oh, mais l'Ukraine a gagné, mais l'Ukraine va gagner, mais l'Ukraine doit gagner. Bon, ou bien, mais la Russie est dans les choux, dans les cordes, ou au contraire, mais pas du tout. Ils ont la main largement et pour toujours. Mais évidemment, dans le cadre de cette question, il y a toutes les autres, c'est-à-dire, c'est un peu, sans jeu de mots qu'on me reprocherait, c'est un peu les poupées russes, c'est-à-dire qu'on a derrière la question, eh bien, de l'entourage, c'est-à-dire des Occidentaux qui aident l'Ukraine, de la Russie qui elle-même n'est pas totalement seule au monde, en tout cas dans certaines phases de cette opération militaire spéciale. Et donc voilà, il y a l'OTAN, il y a l'Europe, enfin ça met tout le monde un peu en jeu. Et je voudrais avoir votre avis. Alors c'est une question très ouverte. Vous pouvez commencer votre démonstration comme vous le souhaitez. Et puis après on passera au futur, parce que là il y a où on en est là, et puis qu'est-ce qui nous attend entre guillemets, parce que quand même ça chauffe entre guillemets. Hein, si on ne parle que des déclarations et des décisions affichées, moi je commence à être sérieusement inquiète d'ailleurs vis-à-vis de nous, des décisions occidentales, européennes et françaises, mais évidemment aussi de ce qu'on perçoit comme étant un raidissement assez sensible de la partie russe. Voilà, voilà. Maintenant, je ne parle plus, je vous laisse parler. Voilà. Alors, je vais pas me dédire par rapport à ce que j'ai annoncé en début d'année en paraphrasant un peu sur le ton de la légèreté un ouvrage que j'ai écrit sur l'inévitable défaite allemande de 1918 en disant qu'on allait vers l'inévitable victoire russe. Alors probablement cette année. Après, j'ai pas voulu m'avancer sur une date ou ce genre de choses. Je pense que alors ça c'était au mois de janvier que j'ai dit ça, malgré le raidissement qu'on peut observer, malgré certaines contre-attaques locales de l'armée ukrainienne qui font l'objet de gros titres, malgré des attaques dans la profondeur avec des drones sur le complexe pétrolier russe, etc. Néanmoins, malgré tout ça,
rien ne vient sur le plan de la stratégie militaire inverser le rapport de force de manière spectaculaire et définitive. La Russie garde la main, la Russie garde l'initiative et la Russie garde des moyens, à commencer par celui qui pose le plus de problèmes de compréhension, c'est son armée et ses effectifs et à travers eux sa démographie qu'elle sait fragile depuis que Vladimir Poutine a pris le pouvoir il y a maintenant plus de 25 ans. Le grand problème de la Russie à cause de son XXe siècle chaotique, c'est sa démographie. Et l'état-major russe a compris qu'il était impossible de mener des opérations comme celles qui ont fait la gloire de l'armée soviétique il y a 82 ans aujourd'hui, sans perdre beaucoup d'hommes. Et donc, elle a préféré une autre stratégie à partir de novembre 2022 qui est toujours en vigueur, qui est une stratégie d'attrition de l'adversaire. Cette attrition, c'est terrible à dire, hein, mais bon, c'est là une réalité militaire. Elle fonctionne à plein régime contre le peuple ukrainien, qui est déjà saigné, entre guillemets, tout seul par la fuite d'une partie de sa population. Et il faut le rappeler, en partie en Russie. Hein. Il n'y a pas que des gens qui ont fui à Monaco ou à Courchevel. Il y a aussi des gens qui se sont réfugiés en Russie, globalement dans les familles qui étaient à cheval sur les deux pays. Et donc aujourd'hui, la Russie conserve tous les moyens d'être à l'initiative. Et puis, comme l'a expliqué mon confrère suisse Wicht au début de ce conflit en 2022, c'est une comparaison avec un épisode du XXe siècle dont on parle beaucoup politiquement mais pas militairement. La Russie applique la stratégie du général Franco après l'échec devant Madrid en 1936, à savoir que puisque il y a un problème d'après-conflit, tout comme il y en avait un dans la guerre civile espagnole, eh bien le but c'est de faire de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus de potentiel pour une population ukrainienne réduite d'avoir une armée forte une fois que ce conflit sera terminé, et donc l'attrition est le meilleur moyen d'y parvenir. Hein. C'est très, j'entends bien que c'est des choses qui sont très dures à entendre, hein, parce qu'on parle de centaines de milliers de morts et de blessés, dont beaucoup sont des amputés. Mais cette stratégie a fonctionné pour Franco. Elle a pris 3 ans avec le soutien de certains alliés, tout comme les républicains espagnols, eux aussi étaient soutenus un peu moins bien par d'autres alliés. Et bien là, on est dans une configuration où on voit bien que le peuple ukrainien s'épuise malgré l'aide des Occidentaux, et que la Russie continue de pouvoir détruire au fur et à mesure qu'on envoie des pauvres types qu'on capture dans les rues, comme le faisaient les recruteurs de Frédéric II au XVIIIe siècle. Il faut bien insister là-dessus. Hein. Alors, vous avez parlé au tout début de la victoire russe, donc la Russie gagnerait. Alors, quels sont les termes de la victoire russe? Parce que ça aussi, ça fait débat. Moi, je prétends que dès le début, on a expliqué que la Russie, de notre côté, hein, du côté occidental, français, européen, on a tout de suite expliqué que la Russie envahissait l'Ukraine et voulait la prendre tout entière et voulait la manger. Et maintenant, on est même très au-delà. C'est nous qu'on veut avaler. Enfin bon, bref, on est dans une fuite en avant, à mon avis, fantasmatique. Mais enfin bon. Donc, au départ, de mon point de vue, on a menti sur les objectifs russes en termes territoriaux. Et du coup, ça permet de dire, vous voyez bien qu'elle avance pas, parce qu'elle est toujours à 20 et quelques % du territoire, alors que c'est l'Ukraine qu'elle veut. Bon. Donc, cette question est importante parce que, justement, pour juger de la victoire ou pas la victoire, mais la position haute d'une partie ou de l'autre, il faut partir de ses objectifs, et ses objectifs véritables. Est-ce que ça n'était que Donetsk et Louhansk au tout début, et puis ça s'est étendu aux 2 oblasts du sud, et puis maintenant, peut-être que ça a changé, peut-être que ça change militairement, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Ukraine elle-même, pour les Russes. Est-ce que les états-majors, selon vous, russes, aujourd'hui, veulent se contenter, entre guillemets, des 4 oblasts qui ont été intégrés formellement dans la Fédération de Russie en plus depuis fin septembre 22, ou bien est-ce que il y a les 4 au-dessus, et puis qu'en est-il de des dernières déclarations russes qui sont quand même assez inquiétantes sur le thème,
on va finir par dégommer à Kiev tout ce qui sert aux Occidentaux, en fait, à poursuivre cette guerre d'attrition dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi on peut argumenter qu'il y a aussi une guerre d'usure dans l'autre sens, et de destruction et d'affaiblissement progressif, en tout cas souhaité, pas Oui. forcément achevé, mais souhaité, de la partie russe par les Occidentaux. Alors pour revenir sur les objectifs russes, ils ont bien évidemment changé, mais ils ont d'abord été obligés de changer au printemps 2022. Ouais. C'est-à-dire qu'après l'échec des négociations, échec qui est relaté en détail par l'ancien Premier ministre israélien Bennett, parce que faut arrêter tout le cinéma sur les Ukrainiens, la grande résistance, etc. Enfin oui, ils ont bien résisté au départ, mais enfin, si on écoute Bennett, si on écoute aussi ce que nous dit le colonel Beau sur ce qui s'est passé avec les négociations, elles ont commencé dès le 28 Ouais. février. Elles n'ont pas commencé le 3 mars. En 3-4 jours, il y a des Ukrainiens qui ont commencé à dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être arrêter cette opération militaire spéciale, ce qui n'était alors qu'une opération militaire spéciale. On sait par le récit du Premier ministre Bennett qu'on était arrivé à un accord le 7 mars au soir, que le GUR, donc les services secrets ukrainiens, en ont profité à ce moment-là pour faire assassiner un de leurs négociateurs, Denis Kiriev, qui était pourtant l'organisateur de la défense de l'aéroport de Gostomel, donc un patriote, certainement pas un vendu à la cause moscovite, comme on essaye encore de nous le faire croire aujourd'hui, et que ce sont les parrains anglo-saxons qui ont dit non, cet accord ne peut pas avoir lieu. Voilà, sinon il avait lieu, et à ce moment-là, la Russie ne réclamait que une intégration sous forme semi-autonome de Lugansk et de Donetsk, et c'est tout. Ça se limitait à ça. Il y avait une partie sur la limitation de l'armée ukrainienne en termes de taille et compagnie, mais voilà, les Russes étaient finalement peu gourmands par rapport à ce qu'on a voulu nous faire croire à ce moment-là. Alors bien Mais évidemment, oui. il y avait aussi la question de la reneutralisation quand même. Oui, voilà. Alors, ils voulaient bien Quand même un que gros morceau. oui, C'est un alors il fallait que l'Ukraine redevienne un État neutre comme l'était la Finlande, comme l'était l'Autriche à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose de tout à fait acceptable et entendable, et tout en conservant le gouvernement qui était le sien. Il n'y avait pas de changement de régime, puisque c'est un problème très actuel en ce moment pour d'autres pays. Donc les Russes demandaient finalement pas grand-chose par rapport à ce qu'ils ont pu finir par demander à partir de septembre 2022, quand ils ont dit, écoutez, vous voulez pas, on va donc intégrer les deux oblasts du Donbass, et puis on va aussi intégrer l'oblast de Zaporizhia, pardon, et puis celui de Kherson. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on vous dit, on va vous contraindre à faire la guerre plus longtemps, donc à perdre votre peuple un peu plus en nombre, puisque vous êtes dans une situation qui reste globalement stratégiquement favorable, vous allez demander plus que ce que vous demandiez au départ. On a rarement vu des gens qui sont dans une situation favorable dire non, c'est bon, on va en rester là. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, l'armée ukrainienne de facto s'est placée dans une situation où elle aussi, elle joue le jeu de l'attrition, mais ça n'a pas du tout été son jeu jusqu'à l'année dernière. N'oublions pas que cette armée, on lui a demandé de faire des choses qui sont folles en termes militaires. Moi, je me souviens, à commencer par 2023, au printemps, on m'interroge, Sylvain, alors voilà, vous connaissez bien la bataille de Koursk, vous connaissez bien la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de contre-attaque de l'armée ukrainienne ? Écoutez, au vu des fortifications de la ligne Surovikin, ça ressemble au saillant de Koursk en 1943, ça en a le parfum, ça en a les détails, tout le savoir-faire soviétique est à l'œuvre, et donc sans appui aérien de l'armée ukrainienne, je pense qu'ils vont même pas atteindre la deuxième ligne de défense, ce que la Wehrmacht avait réussi quand même à faire à Prokhorovka en juillet 43, et je me suis pas trompé, ils ont percé la première ligne de sonnette de la première ligne de défense, à un coût qui est exorbitant en termes d'hommes et de matériel.
Et ils ont recommencé une autre opération complètement folle, encore une fois pour servir le narratif de leurs parrains occidentaux en 2024 avec l'élection présidentielle aux États-Unis, en attaquant l'oblast de Koursk. Alors là, cette fois-ci, ils étaient vraiment dans les lieux quasiment sur l'Apsel où avait lieu l'opération Citadelle en 1943. Alors ils ont eu un petit facteur chance au départ, c'est la corruption côté russe au niveau des fortifications sur la frontière. Et puis une fois que c'était terminé, ça s'est transformé, excusez-moi l'expression, en abattoir, en boucherie. Ça a duré de juillet-août, jusqu'à mars 2025 et la réduction de la ville de Soudja, où l'armée ukrainienne a perdu sa réserve stratégique composée de ses meilleures unités en termes d'instruction, de matériel, de détermination, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une armée qui n'a plus, alors ça, je dis pas ça comme ça à la légère, hein, mais qui n'a plus que son mur de drones pour se protéger de toute avancée de l'armée russe partout sur le front. Et c'est tout, parce qu'il y a plus de, ils sont obligés depuis le mois d'août l'année dernière où il y a eu cette magnifique opération sur Dobropilia au nord de Pokrovsk pour attirer les derniers éléments, notamment du 3e corps d'armée Azov dans le secteur. L'armée ukrainienne aujourd'hui ne peut plus faire que des roques d'unités d'un point à l'autre du front, soit pour mener des contre-attaques locales comme celles auxquelles on a assisté à la fin de l'hiver, début du printemps dans la région immédiatement au sud de la ville de Zaporizhzhia, ou alors pour essayer de défendre, là c'est le cas depuis un mois maintenant, on assiste à nouveau, c'est pas on va assister, on assiste à nouveau à une énième bataille en zone urbaine à Konstantinovka, qui est la réplique d'Avdiivka, la réplique de Toretsk, la réplique de Pokrovsk, où on va avoir une armée russe qui va prendre dans sa mâchoire la garnison jusqu'à ce qu'elle l'étouffe, parce qu'on a des ordres qui viennent de Kiev, qui sont complètement politiques, qui sont complètement basés sur la médiatisation, de dire pas un pas en arrière, c'est le syndrome du Fechteplast de l'armée allemande en 44-45, hein, le Fechtungbefehl d'Hitler, on ne recule pas, on tient les villes, mais à la fin, c'est 3000, 4000 hommes avec leur matériel qui sont anéantis d'une manière ou d'une autre, hein, tués, capturés par les Russes à la fin. Et ça, l'armée ukrainienne va pas pouvoir le tenir indéfiniment, d'autant que la qualité des hommes qu'elle envoie au feu aujourd'hui continue de baisser parce qu'on a affaire à des gens qui y vont en étant enlevés dans la rue et que je vois pas Zelensky en capacité de modifier les lois de conscription pour envoyer les fameux 25-40 ans au feu demain matin, parce que alors là je pense qu'on rentrerait dans un scénario plutôt de révolte de la population ukrainienne. Oui. C'est combien d'hommes, selon vous, aujourd'hui, les forces ukrainiennes? Je pense qu'aujourd'hui, il doit leur rester un corps de bataille global sur le front. Hein. Je ne parle pas des unités qui sont en protection le long de la frontière biélorusse, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des éléments qui sont déployés là au cas où. Le corps de bataille face à l'armée russe, avec l'oblast de Soumy et de Kharkov, où les Russes sont en train de constituer avec des petites taches d'huile leur fameuse zone tampon, hein, parce que ça c'est la bataille à bas bruit dont personne ne parle depuis 3 mois. Je pense qu'ils ont entre 450 et 500 000 hommes au grand maximum, et que sur ces hommes-là, il doit rester au mieux 30 à 40 000 types suffisamment instruits et équipés qui font des rotations. Là, ils sont en train de se faire user. Et encore une fois, c'est la bêtise de la communication de Zelensky en décembre avec Kupiansk. Il est venu se filmer en disant « Regardez, les Russes annoncent qu'ils ont pris Kupiansk et non, finalement, je suis là. » En plus, tout le monde a débunké le coup médiatique en tant que tel. Voilà, avec l'endroit où il était. Mais c'est surtout qu'on a jeté dans cette bataille, du coup, les éléments qui restaient encore un petit peu d'aplomb. En plus d'être ukrainien, on a aussi lancé là-bas beaucoup de Colombiens, hein, beaucoup de mercenaires sud-américains, comme de la chair à canon, un peu comme sur le modèle des prisonniers de droit commun qu'utilisait Wagner dans la bataille de Bakhmout dans cette première phase. Et aujourd'hui, voilà, les Russes, ils ont été obligés de reculer dans une partie de la ville de Kupiansk, mais néanmoins ils continuent d'en tenir une autre partie. Et tous les hommes qui viennent de mourir depuis
début décembre côté ukrainien jusqu'à encore hier, eh bien, ils sont gaspillés pour juste dire nous tenons cette ville. C'est de la folie. C'est de la folie parce que militairement, ça n'a aucun sens. C'est juste pour dire regardez, il y a un drapeau ukrainien dans tel quartier de la ville et donc les Russes manquent, les Russes n'y arrivent pas, les Russes sont des idiots, etc., etc. C'est terrifiant, terrifiant. Parce que chez moi, en tant qu'historien de la guerre contemporaine, alors bien sûr, en tant que Français, ça me rappelle Verdun, hein, qu'on n'était pas obligé de tenir à ce point-là, comme on a voulu le tenir justement pour le symbole à l'époque, hein, Verdun, le traité de Verdun, 843, la séparation de l'empire carolingien entre la France et puis ensuite l'Allemagne, et puis aussi toujours dans la Première Guerre mondiale, c'est un autre lieu qu'on connaît peu nous Français, c'est le saillant de Ypres que Churchill a voulu faire tenir à fond parce que c'était la dernière ville belge qui était encore présentable pour dire voilà les Belges ne vont pas capituler, ils continuent la lutte avec nous et les Anglais ont laissé entre les morts et les blessés les disparus en 4 ans 1,7 million d'éleurs là-bas. Voilà, juste pour dire on a tenu le saillant de Ypres. Donc tout ça on sait militairement, l'histoire militaire nous enseigne que c'est juste des histoires de politique et de communication et que l'effet final recherché quand on est un général, on voit pas très bien à quoi sert la mort d'autant d'hommes. Et c'est donc catastrophique de répliquer. Hein, on a célébré le centenaire de la Grande Guerre il y a 10 ans. Eh bien, on n'a toujours pas retenu finalement les tristes leçons de tout ça pour des raisons politiques et de communication. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. Euh, alors, euh, alors, c'est non seulement on n'a pas retenu grand-chose en effet, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que cette politique, ces nécessités politiques et de communication que vous avez bien relevées, elles nous entraînent quand même, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, euh, dans des zones qui deviennent, je trouve, de moins en moins confortables, c'est-à-dire ça peut avoir des effets, des vrais effets concrets, délétères, destructeurs, en Europe et pour certains des Européens, du moins les plus jeunes, entre guillemets, enfin membres de l'Union européenne, je pense aux Baltes, parce que là, on a dans cette espèce de guerre des drones, des incursions de drones, des combats de drones, des drones qui tombent, des drones qu'on déroute, des drones, enfin bref, ça fait plusieurs mois que ça dure, voilà. On a l'impression que ça sert d'armature, enfin ça nourrit une forme de détermination ou de volonté ou alors d'inconscience totale, je ne sais pas, de la part des Européens, notamment parce que j'ai l'impression que les Américains nous regardent faire quand même gentiment. Ils continuent à aider l'Ukraine. Ça aussi, je voudrais que vous nous disiez dans quelle mesure ils continuent à aider l'Ukraine. Parce que là aussi, il y a sans arrêt des informations contradictoires. Mais en tout cas, nous, les Européens, on a quand même l'impression, que ce soit dans nos états-majors, dans les déclarations de nos dirigeants, voilà, si vous prenez Merz, si vous prenez Starmer, bon, il est in and out de l'Europe, mais enfin, il est quand même très à la manœuvre, à mon avis. En tout cas, les services britanniques le sont. On a l'impression qu'on cherche le problème, on cherche le dérapage, on cherche la réponse russe qui sera présentée comme tombant du ciel, c'est le cas de le dire, sans unprovoked, comme il est d'usage de dire, n'est-ce pas? Mais qui pourrait provoquer ce qu'on semble vouloir faire, c'est-à-dire une réaction. Alors, mais avec quoi, comment et pour quel objectif de l'OTAN ou de certains pays de l'OTAN. Alors, bon, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous évaluez tout ça? Est-ce que c'est juste du bruit? Est-ce que c'est alors, voilà. moi, depuis le départ, même si je reconnais que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça monte encore un petit peu plus, mais bon, ça reste quand même beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, je suis un enfant de la guerre froide. Et moi, je me souviens de ce dont personne ne se souvient, c'est la séquence août-novembre 1983, le Boeing sud-coréen au-dessus de l'île de Sakhalin, abattu par la chasse soviétique à l'époque parce que suspecté d'espionnage pour le compte des Américains, qui n'a rien provoqué,
sinon une petite colère de Ronald Reagan contre l'empire du mal. Et puis surtout, ce que tout le monde ignore, alors je vous invite quand même, enfin nos auditeurs, à revoir l'heure de vérité avec François Mitterrand du 16 novembre 1983, c'est l'opération Able Archer, l'opération de manœuvre américaine et otanesque en Allemagne de l'Ouest et un peu partout dans les pays de l'OTAN à l'époque, qui est une opération assez singulière, puisque c'est une opération qui suit des manœuvres réelles. L'opération Able Archer, c'est une opération de gestion de ce qu'on appelle aujourd'hui le C4 ISR, mais qui à l'époque s'appelait le C3I, donc le commandement, le contrôle et les communications. En fait, il y a un énorme élan de communication à partir de QG, uniquement de QG, d'unité de transmission de l'OTAN. Et de l'autre côté du rideau de fer, Yuri Andropov, qui est malade, pense que c'est le prélude d'une attaque préemptive de l'OTAN. Sauf que au QG de l'OTAN à Bruxelles, il y a un espion du KGB qui s'appelle Topaz, qui réussit à convaincre sa direction à Moscou que tout ça, non, c'est juste un exercice de radio, de transmetteur, et qu'il va rien se passer du tout. Et on sait aujourd'hui qu'Andropov était pourtant sur le point de dire, bon bah voilà, s'ils sont prêts à nous attaquer, on sait quelle est la doctrine soviétique à l'époque, plus jamais de 22 juin 1941, donc il est prêt à ouvrir le feu nucléaire sur et à déclencher l'invasion terrestre des pays comme l'Allemagne de l'Ouest, le Danemark, etc. Donc tout ça, on a oublié, pourtant ça a eu lieu. Il y a eu d'autres grands moments où on était au bord d'eux, et puis il s'est jamais rien passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours là, même si effectivement il y a trois dirigeants qui sont très identifiables, Macron, Starmer et Merz, qui pour des raisons très personnelles aimeraient bien se parer d'un manteau de général pour se dire voilà, on va aller s'affronter aux Russes puisque les Américains n'ont pas le courage de le faire, mais ils savent très bien que leurs moyens sont très limités. Ils savent aussi, comme vous l'avez rappelé, que les Américains les observent, que les Américains les regardent, et que les Américains savent très bien qu'ils ont juste à siffler pour que les autres obéissent, parce qu'il faut pas oublier à qui nous avons affaire. Croire en l'autonomie réelle, totale de dirigeants comme Merz, auquel, dès qu'il a accédé au 10 Downing Street, par le biais d'Elon Musk, on lui a rappelé son implication quand il était à d'autres postes dans l'administration britannique dans le des petites filles à Manchester. Voilà. Vous parlez pas de mer, vous parlez de Keir Starmer. Excusez-moi, de Starmer. Oui. Elon Musk lui a fait comprendre, tu sais, on est au courant que tu étais responsable à ce moment-là de certaines choses au niveau de la justice et tu n'as pas bien agi, alors fais attention à toi, calme-toi. On a aussi vu tout ce que Musk a fait contre Merz au niveau de son soutien à l'AfD. Tout ça, ce sont des messages. Alors, c'est plus le département d'État qui le passe directement ou ce genre de choses. Là, carrément, on est passé dans un autre monde, puisque c'est Elon Musk qui s'en charge, mais on sait bien pour qui il œuvre dans ces cas-là. Quant à Macron, bah, écoutez, comme l'a dit si gentiment juste après la publication du livre de Candace Owens, Donald Trump lui-même, quand Macron est venu à la Maison Blanche, c'est hello to your beautiful wife. Voilà, donc tous ces gens font beaucoup d'agitation, se verraient bien, parce que les Britanniques, on a vu le roi d'Angleterre nous le rappeler avec force dans son voyage aux États-Unis. Voilà, il faut soutenir l'Ukraine à tout prix contre les méchants Russes, mais ça c'est la politique britannique depuis le début du 19e siècle. Dans laquelle ils nous ont entraînés en 1854 avec la guerre de Crimée. Voilà, donc ces gens-là font beaucoup de bruit. Ils sont beaucoup plus instables, effectivement, que les dirigeants politiques des années 80. Je suis entièrement d'accord avec ceux qui m'objectent de ça. C'est sûr que même malgré ma détestation profonde depuis mon adolescence de François Mitterrand, c'était quand même un homme d'État. Helmut Kohl aussi, Margaret Thatcher aussi, et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à faire n'importe quoi, ce qui n'est pas forcément le cas des trois subsidiés aujourd'hui. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une connaissance quand même de l'histoire, une participation aussi eux-mêmes, en fait, par leur âge, par leur génération, à la guerre, à la suite de la guerre, à l'équilibre qui s'était instauré après, qui avait, enfin voilà, l'équilibre de la guerre froide, donc l'équilibre d'une forme de terreur, mais qui était aussi, qui maintenait des canaux
de dialogue, de communication possible pour justement décoder les messages et éviter alors si ça passait par les espions en dernier ressort, oui, mais au moins tout ça, ça marchait plus ou moins. Ça permettait de déminer quand ça devenait vraiment dangereux, quand le risque de malentendu devenait vraiment dangereux. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, pour tout vous dire, bon, c'est effectivement la génération des dirigeants d'aujourd'hui n'est plus du tout celle-là. Voilà, elle est beaucoup plus idéologique en fait que du temps de la guerre froide, beaucoup moins pragmatique d'une certaine façon que du temps de la guerre froide. Euh, et, et en plus, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette espèce de harcèlement permanent que l'on fait envers le pouvoir russe, qui c'est quand même assez clair, c'est-à-dire voilà, on explique sans arrêt que, alors certes, la Russie veut dévorer l'Europe, sinon le monde entier, mais en attendant, elle est aussi faible, elle est comme ci, elle est comme ça, et Poutine ne répond pas aux provocations. On lui a quand même touché ses bombardiers stratégiques, on lui a touché ses radars d'alerte précoce, on a essayé de l'assassiner avant Noël, enfin juste après. On a fait, et on continue les attaques de drones, enfin bon, on a fait rentrer la Suède et la Finlande dans l'OTAN. Maintenant, on fait des déclarations, nous Français, sur l'extension, n'est-ce pas, de notre parapluie nucléaire qui irait jusqu'à la Norvège. Enfin, je veux dire, on fait quand même un certain nombre de choses concrètes qui déplacent la guerre mentale, la guerre psychologique qui est menée, de mon point de vue, vis-à-vis de nos populations en Europe et ailleurs pour que la russophobie soit nourrie, soit inextinguible, soit voilà et justifie tout ce qu'on veut faire. Mais c'est plus seulement ça, c'est que il y a aussi tout un tas d'actions qui sont faites pour affaiblir le pouvoir russe en Russie, pas seulement avec des drones. Les articles, on en lit là de plus en plus, c'est-à-dire par exemple de soi-disant analystes britanniques, bon, enfin bon, qui sont tous plus ou moins connectés aux maisons qui vont bien, comme on dirait chez nous, et qui racontent que en fait les Russes se demandent s'ils ne devraient pas arrêter les frais maintenant parce qu'ils sont dans une position de faiblesse, etc. Bref, pour moi, une partie de la guerre cognitive qui est menée vise à affaiblir la position du pouvoir russe actuel en Russie par rapport à son électorat, même si on nous explique que c'est un dictateur, mais enfin quand même, il y a des élections, bon. Et ça, évidemment, pour les Russes, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il faut réagir, sinon, ben, ils risquent de payer cher. En tout cas, le pouvoir actuel du Kremlin pourrait payer cher sa tempérance, en fait. Je Et pense que moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. Moi, c'est ça qui m'inquiète. je pense que la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre. C'est très compliqué pour nous parce que on n'a plus justement de lien avec l'espace russe à cause de tout ça et puis aussi à cause du changement de génération. Mais les Russes déjà ne réagissent pas comme nous. Pour eux, nous effectivement, au bout de tant d'opérations, de tentatives, etc., on s'énerverait probablement depuis beaucoup plus longtemps, mais peut-être beaucoup plus maladroitement au final en termes de réaction. Les Russes, ils ont compris quelque chose à cause de notre russophobie, mais alors complètement débridée dès le mois de mars 2022, c'est qu'ils pouvaient plus compter sur nous. Alors ils en sont très déçus, ils se sont rendus compte que finalement des gens, et notamment le peuple français, avec lequel ils se sentaient une proximité ou ce genre de choses, alors ils en veulent pas aux Français pris un par un, mais ils se disent, Non, bon bien sûr. voilà, la France qui a toujours été un grand allié de la Russie ou de l'Union soviétique à certains moments clés de l'histoire, ne joue plus son rôle. Finalement, tant pis. Voilà, il y a une espèce de fatalité. Ils vont Oui, pas se mettre de la cendre sur la tête à cause de ça. Comme l'a témoigné Jacques Sapir à ce moment-là, ces étudiants à Moscou comprennent maintenant que leur avenir dans les hautes sphères de l'administration ou de l'industrie ou de l'économie russe, ça va être vers l'Asie au global, oui. pas que la Chine. Voilà, ils auront des débouchés. Ils se rendent bien compte du niveau
d'appauvrissement global de nos sociétés en termes de culture, en termes de richesse intellectuelle, etc. Donc ils ont toutes les bonnes raisons de se détourner de nous et de nous prouver tels qu'ils le font, qu'ils vont pas faire n'importe quoi en trépignant, en communiquant sur Truth Social le matin, midi et soir la stratégie de leur pays, Oui, en oui, mais débarquant comme c'est. oui, 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 non, Oui, je comprends. Mais voilà, le meilleur témoignage de ce que, alors les Russes aujourd'hui, ça, c'est extraordinaire. Les Russes aujourd'hui, selon les sondages faits en Russie par des gens qui sont des opposants au régime, nous disent que le taux de satisfaction ou de soutien à Vladimir Poutine reste à 73%. Alors il a baissé d'à peu près 11 à 12% en fonction des instituts depuis le début de l'opération militaire spéciale. Ça veut dire c'est qu'il s'est beaucoup. rodé d'environ de 3 points en 4 ans, enfin par an, pendant 4 ans. Bon, quand on voit ce qui se passe pour nous ici avec notre conducteur local, je m'inquiète pas du soutien que les Russes ont encore pour Vladimir Poutine. Et puis surtout, les Russes, eux, par la célébration qui a été bien évidemment instrumentalisée depuis le retour de Vladimir Poutine au pouvoir de la Grande Guerre patriotique, eux, ils savent très bien ce que c'est que le coût d'une guerre mondiale dans laquelle on ne comptait pas la vie des soldats soviétiques qui mouraient au combat. Et donc, eux, aujourd'hui, ils voient pas l'attrition qui est menée en Ukraine comme nous la voyons. Nous, on la voit comme un signe de faiblesse, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent pas dans la fourmilière, etc. Oui, mais sauf que, alors déjà, ils vont vous dire, c'est nous qui menons la guerre, laissez-nous faire, hein. Nous, Français en particulier, Européens de l'Ouest, en termes de guerre, on a de leçons à donner à personne depuis le 19e siècle, hein. Et les derniers qui pourraient encore l'ouvrir, c'est nous sur l'héritage napoléonien, et c'est tout. Donc voilà, donc laissez-les faire, laissez-les gérer ça, c'est leur guerre, c'est leur mort, et nous, on est là, quand je pense que depuis 2022, quel que soit le niveau d'analyse, quels que soient les analystes et quel que soit leur pédigré, personne ne parle de l'art opératif soviétique et de son héritage dans la direction stratégique des opérations militaires russes. C'est absolument lamentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui continuent de nous parler de la guerre en Ukraine comme on nous a toujours parlé de la Seconde Guerre mondiale, avec cette fascination tactique qui est l'héritage de la Wehrmacht et de la pensée militaire allemande, vaincue 2 fois au XXe siècle de manière sans conteste par d'abord la France et ses alliés en 1918 et par la Russie ensuite avec ses alliés, enfin l'Union soviétique en 1945. Donc on est à un niveau de pauvreté qui est tel que moi je me garde bien de dire aux Russes vous pourriez peut-être faire ci ou ça, etc. Je connais leurs faiblesses, j'ai vu depuis 2022 des choses s'améliorer chez eux, mais je me garderai bien de venir juger tout ça. Et je regarde surtout que l'économie de la vie humaine est quand même la priorité majeure Oui, de leurs ça oui. opérations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des opérations, ils ont sacrifié du monde, il y en a Oui. encore, parce que tactiquement, ils n'ont pas À encore acquis. Bakhmout, à Bakhmout, Oui, voilà. Même à Avdiivka, il y a eu des problèmes oui. parce que la tactique, c'est le parent pauvre de l'espace russe depuis toujours. Voilà. Bon, oui, sauf qu'eux, ils ont compris que c'est pas la tactique qui fait gagner les guerres, mais c'est la stratégie. Et puis depuis 1945, l'art opératif. Alors que nous, on considère que c'est toujours la tactique, et c'est pour ça qu'on s'illusionne aussi sur la fin de cette guerre. C'est-à-dire qu'on pense que parce que tactiquement, avec les drones, les Ukrainiens ont bloqué le front pour le moment. Ils vont s'en sortir au final. Non, parce que l'objectif, c'est, malheureusement, j'y reviens, cette attrition que les Russes, en plus de ça, sont capables d'infliger à leurs cousins, parce qu'il y a aussi le problème de ce que représente cette guerre humainement. Tout à fait. Moi, je suis entraîneur de football américain depuis très longtemps, ça a été même mon métier. Je m'inquiète depuis 15 ans de la baisse de ce qu'on appelle la qualité du matériel humain que j'ai pour faire un sport de combat collectif. Parce qu'en Occident, je l'ai vu aussi parce que j'ai été enseignant avec mes collègues de PS, le niveau des attendus qu'on a au baccalauréat par rapport à celui que moi j'ai passé en 1989, ça s'est détérioré totalement. Oui, Donc oui, non. aujourd'hui, demander à des jeunes occidentaux d'aller se battre ou de s'affronter demain à l'armée russe, ils en sont tout à fait incapables, non pas parce qu'on n'a pas les armes, non pas parce qu'on n'a pas les stratèges, ils en sont pas capables parce que psychologiquement ils n'y sont absolument pas préparés
Hein. Le meilleur allié de la Russie, ça s'appelle un iPhone pour empêcher d'avoir une jeunesse qui soit concentrée sur des objectifs plus hauts. Et puis ensuite, comme je dis vulgairement en tant qu'entraîneur, on n'a pas le cardio pour ça. Pourquoi les Ukrainiens peuvent tenir? Parce que ce sont d'ex-soviétiques, parce que la majorité des soldats ukrainiens qu'on a envoyés se faire tuer au combat, c'est d'abord des gens qui ont plus de 35 ou 40 ans, qui sont nés à l'époque de l'URSS et qui ont gardé, même si l'URSS avait disparu, toute la rusticité qui allait avec l'esprit soviétique. Donc aujourd'hui, et on l'a vu dans les manœuvres qui ont eu lieu, on l'a vu dans les manœuvres de l'OTAN dans les pays baltes, hein, c'est-à-dire qu'on a fait venir une équipe de 10 dronistes ukrainiens qui ont mis une pâtée totale au plastron qui était fait par des unités de l'OTAN, hein, françaises, britanniques, etc. 10 opérateurs dronistes, Caroline. 10, ils ont mis 5000 hommes hors de combat en 3 jours. Voilà. Vous imaginez si nous, on se... Alors, je vais finir par le dernier point qui est peut-être le plus grave. Nos dirigeants, la seule vraie folie qu'on peut craindre, c'est le feu nucléaire. Parce que là, effectivement, vu comment Macron en parle, je comprends qu'on puisse s'en inquiéter. Mais alors, la guerre conventionnelle, après ces manœuvres-là qui ont été un fiasco, après le coût du déploiement de la 7e brigade blindée, si chère à l'ami Richoux, qui pérore sur les plateaux d'LCI depuis 4 ans, puisqu'il l'a commandé, le déploiement de la 7e brigade blindée en Roumanie, le fiasco pour transporter une brigade avec ses éléments aussi bien mobiles que ses hommes depuis la France jusqu'en Roumanie sans l'aide du grand frère américain. Ça a été n'importe quoi, et ça a été n'importe quoi, et moi ça fait tout, je ne peux pas m'empêcher de le dire, vu ma germanophobie rabique. Ça n'a pas été possible dès le départ parce que les Allemands s'y sont opposés sur l'usage de leurs ponts par nos porte-chars, Caroline. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du niveau de bêtises. Hein, c'est pour rendre hommage aux Roumains, c'est du Ionesco dans le texte. Voilà, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec les papiers. Alors est-ce que la brigade avec ses chars Leclerc, elle peut passer par telle autoroute en Allemagne pour rallier? Ah, les Allemands disent nein, parce que le pont il est pas assez bien ou parce que le char il est trop lourd, etc. Donc ça a fait capoter une manœuvre de redéploiement d'une brigade blindée qui est réputée rapide, qui doit pouvoir intervenir à l'autre bout de l'Europe en 72 heures. Ben sans le grand frère américain, c'est pas possible. Il a fallu 6 mois. Voilà. Donc les grandes déclarations martiales, je suis d'accord, on peut craindre une folie sur le feu nucléaire, parce que c'est vrai que là on voit que Macron il s'agit. Non, mais moi c'est pas cette folie-là que je crains. Moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, les Russes considèrent qu'il faut quand même nous apprendre précisément à vivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, ils rétablissent entre guillemets une forme de crédibilité. Mais je pense que non, mais on ne la leur reconnaît pas. Et à force de ne pas la leur reconnaître. Mais c'est parce que c'est ça que j'essaye de faire comprendre à tout le monde. Ils ne s'en préoccupent plus de ce que nous pensons. Imaginez un Russe, et pourtant je suis un supporter historique du Paris Saint-Germain, qui voit les images encore de ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils attendent? La crédibilité aux yeux des Français? Mais ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Pour eux, si c'est attendre que ces gens-là reconnaissent que c'est une grande puissance, ils s'en fichent. Il y a un élément symbolique qui a été très fort l'année dernière que tout le monde a oublié par rapport au soi-disant isolement de la Russie, par rapport à ceci, par rapport à cela. Bon, déjà à Moscou, le 9 mai de l'année dernière, ça a été une très grande manifestation internationale de soutien à la Russie. Mais il y en a eu une seconde qu'on a eu du mal à voir avec le rôle de la Russie dedans. Ça a été le 2 septembre dernier en Chine, quand les Chinois, eux, ont fêté leur victoire qui leur a coûté, je le rappelle à tous les idiots qui n'ont toujours pas compris qui a gagné la guerre de la Seconde Guerre mondiale, qui leur a coûté 20 millions de morts contre l'Empire du Japon. Hein, c'est le second score après celui des Soviétiques. Hein. Ces deux pays, c'est 2/3 des pertes, des 2/3 des pertes. La Russie était au premier rang des invités de Xi Jinping. Et là, on l'a revu encore une seconde fois. L'isolement de la Russie, ça, c'est un mythe complet. Ça, et voilà. Ça, c'est le propre de nos projections. On est... Mais voilà. Et donc, je pense que les Russes,
ils voient que les Chinois célèbrent leur amitié, comme l'a fait encore le président Xi Jinping là récemment, en disant voilà, c'est le meilleur moment de nos relations. Moi, comme je l'ai dit dans mon bulletin, mais imaginez en 1950 ce qu'aurait dû dire Mao grâce à l'appui de Staline pour la victoire contre Chiang Kai-shek, parce que si c'était pas là le meilleur moment de la relation sino-russe, je sais pas ce qu'il y avait eu avant. Hein, donc là, Xi Jinping lui dit voilà, non, là, on est au maximum de ce qu'on peut faire dans notre amitié entre nos deux peuples. On voit les rapports que Poutine entretient avec Modi, même si Modi est quelqu'un de très difficile à cerner parce qu'il joue les intérêts que de l'Inde, un peu comme Erdogan, on a du mal à cerner. On se dit, mais il n'est pas dans un camp, lui, si, celui de son pays. Et ça, c'est très difficile pour nous qui n'avons plus de souveraineté nationale de comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, les Russes, ce que nous pensons d'eux, nous, Européens de l'Ouest, bah, malheureusement, c'est très triste, hein, mais ils s'en fichent. C'est terrible, mais pour moi, je pense que... Vous pensez que Poutine n'a rien à voir avec Andropov et qu'il ne serait pas capable de se dire, oulala, s'il y a une attaque préventive, s'il y a en fait, l'attaque de décapitation, qui est l'inquiétude russe ancienne, enfin toujours la même, en premier, quoi, l'attaque en premier. Il faut se remettre en situation de rappeler qui nous sommes, quoi, de rappeler. Je pense que les Russes comprennent très bien, grâce à leurs services de renseignement, quelles sont les forces et les faiblesses réelles de tous ces gens qui pérorent depuis l'Élysée, depuis le 10 Downing Street, etc., et qui savent très bien que ça n'ira pas plus loin que ça, parce que c'est pareil. Là, ces déclarations-là, on les avait déjà entendues. Rappelons-nous qu'avant Starmer, il y avait Liz Truss. Rappelons-nous. Je sais bien que c'est compliqué, mais enfin, n'oubliez pas ce qu'elle racontait sur les Russes. Enfin, et puis chez les Allemands, on avait la ministre de la Défense issue des Grünen, là, qui elle aussi nous racontait des choses. Il n'y a plus que la folle de la Baltique, comme je l'appelle, la mauvaise Calas. Hein, pas la cantatrice qui nous raconte encore n'importe quoi sur la Russie. Mais on voit bien que les Russes, ils ont laissé passer ça comme on laisse passer un petit orage. Ah oui, ils racontent ça sur nous. Bon, c'est terrible. Là, le représentant de la Russie à l'ONU a fait une petite leçon à la Calas puisqu'elle était présente au Conseil de sécurité. Donc, il lui a dit qui était son prof d'histoire, hein, pour dire autant de bêtises. Mais bon, voilà, il s'en amuse. Je pense alors, il y en a qui s'en amusent. Je pense que Vladimir Poutine, il faut jamais l'oublier, a toujours été considéré, y compris là-bas, comme étant un occidentaliste. Ça doit quand même quelque part le désespérer, et il l'a laissé comprendre à de multiples reprises, notamment quand il avait vu l'un des petits-fils du général de Gaulle il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, en lui disant voilà, si votre grand-père était là, mon Dieu, qu'est-ce que ce serait différent. Et nous en sommes tous convaincus, je le sais. Mais voilà, c'est tout, ça va passer. Et puis surtout, ils se disent que nous, on est prisonniers d'un poison lent qui est en train de, on est en train de se suicider. Il faut pas se le cacher. Alors, comme disait Napoléon Ier, qu'est-ce que je vais aller m'embêter à corriger mon adversaire alors qu'il est en train de commettre une erreur qui est mortelle? Je le laisse faire. Voilà, nous, on est une société qui est en train de s'effondrer sur elle-même. On l'a vu encore ce week-end. Bon, à quoi bon s'embêter avec tout ça? On a d'autres choses, d'autres projets, d'autres partenaires. Et puis, cette guerre a terminé sur le terrain immédiatement à nos frontières. Oui, alors ils vont la terminer donc en finissant de prendre ce qui les intéresse, en finissant de dégager les forces ukrainiennes des 4 oblasts. Ils vont prendre Kharkov, ils vont prendre Kiev, ils vont prendre Odessa. Vous pondérez ça comment? Moi, je pense qu'ils vont finir par prendre les 4 oblasts, hein, Louhansk qui reste plus que moins d'1%, je crois, date d'hier, à la fin du mois de mai. Sur Donetsk, là, la bataille de Konstantinovka est en train de s'accélérer et risque donc de déboucher sur celle de Slaviansk et Kramatorsk. Et puis les prolégomènes de la bataille de Gouliapolye de l'hiver dernier, enfin de la fin de l'automne de l'hiver dernier, viennent d'être réveillés.
pour conquérir tout l'oblast de Zaporijia en prenant en enfilade les deux grandes lignes de fortification de l'armée ukrainienne. Donc voilà, simplement les Russes y vont à un niveau de vitesse qui fait que ça, tout le monde est là. Mais pourquoi ça va pas plus vite? Oui, c'est bien. Les Américains ont mis une semaine à aller à Bagdad et puis après ils ont mis 4 ans à sortir d'Irak en détruisant l'Irak. Voilà. Donc je sais pas qui a la meilleure stratégie. Bon, et alors en termes de... Donc à la fin, ce serait quoi pour vous? Ce sera un gel des positions? Ce sera la zone, effectivement, la zone tampon là qu'essaie de créer la Russie au nord, en fait. C'est ça, entre Soumy et Kharkov, Voilà, c'est une entre zone Soumy et tampon. Kharkov. Et est-ce qu'elle servira de vraie zone tampon ou est-ce qu'elle servira dans une négociation diplomatique contre autre chose? C'est aussi possible. C'est-à-dire que les Russes pourraient dire, s'ils n'ont pas fini, par exemple, de prendre le plus important, difficile militairement, c'est la rive nord du Dniepr à Kherson. Hein. Ça, pour aller la chercher militairement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je pense que, par exemple, une partie de cette zone tampon pourrait servir de monnaie d'échange pour dire, voilà, vous nous laissez reprendre nos positions au nord du Dniepr, dans l'oblast de Kherson. Ça peut s'envisager de cette manière-là. Mais le but, surtout, il est politique, c'est-à-dire que l'Ukraine doit changer de direction politique, être neutralisée, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'on en finisse par cette réalisation-là, c'est la plus importante. Avec quels interlocuteurs? Parce que qui peut comprendre ça encore? Non, mais c'est ça. Hein, Est-ce que l'idée européenne et occidentale n'est pas d'avoir une espèce de nouveau mur perpétuellement, enfin d'avoir une espèce d'abcès là qui reste là, qui gêne, on en vient, qui affaiblit, qui appauvrit Moscou? Si c'est cette vision-là, on en vient ensuite au problème du coup de fournir les moyens d'entretenir un limes brûlant en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux, ils sont bien gentils. Alors les Anglais, là, sont les plus en avance pour fournir des drones. Ils se sont engagés sur 100 000 unités pour soutenir l'effort industriel ukrainien, puisqu'aujourd'hui, en Ukraine, on ne produit plus que des drones. Hein. Il y a quasiment plus de pièces d'artillerie. Les tubes sont usés jusqu'à la corde. Il y a quasiment plus de mortiers. Donc c'est le drone pour tout, hein, pour les tacticiens, ceux qui aiment bien la tactique. Pour toutes les missions d'appui-feu, c'est le drone ou rien, quasiment. Hein. Alors qu'en face, l'armée russe continue d'avoir, quand c'est nécessaire, notamment la Konstantinovka, pour rayer les fameuses barres d'immeubles construites sous Khrouchtchev, elle continue d'employer des FAB, des bombes planantes de 3 tonnes. Hein, et ça fait tout de suite un effet dévastateur, plus ces pièces d'artillerie, plus ces drones. Donc ça offre une souplesse au commandement russe qui est plus importante. Et puis ensuite, les dernières livraisons faites depuis les États-Unis et payées par nos impôts, c'est pour du Patriot, c'est pour de l'intercepteur anti-aérien contre les missiles Iskander, hein, ou contre les drones Shahid qui ouvrent la voie aux missiles Iskander, et quelques missiles pour taper la Russie dans la profondeur et plus globalement, semble-t-il, ces derniers temps, que sur des objectifs économiques que des objectifs militaires et économiques, hein, c'est-à-dire que là, les Russes doivent avoir réalisé, pas à 100%, mais à 95% la protection de leur poste de commandement dans la profondeur de leur dispositif, parce qu'on voit que globalement tout ce qui est tiré, c'est contre les fameuses raffineries pétrolières russes. Hein, ça permet de faire de belles images pour la propagande avec des incendies gigantesques des cuves à pétrole, comme le rappelle Hervé Carès qui a commandé la BSPP. C'est bien beau de faire cramer des cuves à pétrole, mais c'est pas ça qui arrête la raffinerie de fonctionner longtemps. Voilà, c'est pas cette partie-là de la raffinerie qu'il faut toucher. Par contre, si vous voulez des belles images pour dire on fait du mal à la Russie, ça c'est par contre ce qu'il faut toucher. Donc il y a bien eu un impact. Hein. Jacques Sapir l'a évalué notamment sur l'année dernière à environ 5-8% de la production pétrolière russe qui a été impactée par tout ça. Bon.
quand on voit ce que la Russie vient d'encaisser comme dividende de vente de son pétrole depuis le 28 février dernier, je pense qu'elle a gagné assez de roubles pour reconstruire tout ce qui a été détruit l'année dernière en mieux. Parce que n'oublions pas qu'au chapitre, alors Jacques Sapir l'avait expliqué, l'économie russe a subi en 2025 plus de difficultés qu'en 2024 ou 2023, mais là, le cadeau fait par le blocage du détroit d'Ormuz a été mirifique pour les exportations pétrolières russes. On a vu l'index pétrolier russe dépasser celui du Brent. Enfin, c'est voilà. Alors, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Mais enfin, en tout cas, là, il y a des milliards qui ont été engrangés par la Russie dans ce domaine. Donc, pour vous, victoire militaire sans conteste, qui devrait se confirmer, entre guillemets. Pas de capacité véritable du bloc occidentalo-otano-américano-européen, avec toutes les nuances à l'intérieur, de pouvoir transformer en fait ce rapport de force militaire. Mais pour autant, quelle victoire politique? C'est ça le problème. C'est un peu ça qui me frappe, c'est-à-dire que notre entêtement, notre enquistement mental dans la russophobie et dans l'idéologie et dans l'incapacité même à comprendre nos propres intérêts énergétiques ou géopolitiques d'ailleurs, plus largement, fait que on voit, il n'y a aucun accord imaginable en perspective. Il faudrait que tous les dirigeants européens changent, quasi tous, qu'il y en ait un très intelligent qui prenne un peu le lead, ou que, je sais pas, Donald Trump, qui n'a plus l'air vraiment d'ailleurs de diriger quoi que ce soit aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, à part ses tweets, ou alors que lui donne le là, ou abandonne carrément les Européens clair et net, et surtout abandonne Zelensky, parce que malgré tout, on fait encore semblant de croire que l'Ukraine est souveraine, que l'Ukraine a un gouvernement représentatif, que le président Zelensky est un vrai président. Enfin, on continue avec tout ce narratif, pour employer l'expression, qui pour moi est faux et complètement artificiel, mais qui malgré tout, alors Zelensky est toujours jugé utile en fait pour tous les autres, pour les Européens, pour l'OTAN, pour les Américains, parce que sinon c'est pas très compliqué quand même de débrancher tout ça. Ah si, c'est justement parce que c'est très compliqué. C'est parce qu'il y a un scénario. Parce que il y a un scénario, encore une fois, c'est l'historien contemporain qui est le seul à l'avancer depuis longtemps. C'est qu'il y a le scénario Allemagne 1919 que personne ne veut voir et qui est pourtant à portée de main. C'est-à-dire que si quelqu'un force le Kaiser ukrainien à abdiquer, c'est la révolution qu'il y a à Kiev. Et c'est pour ça qu'il est maintenu à ce prix-là. Parce que ça fait un an, en gros, avec un peu plus d'un an maintenant, au début du mandat de Donald Trump, que tout le monde a bien compris que Azov l'a exprimé des dizaines de fois par tous ses canaux, par tous ses représentants. Si quelqu'un sort Zelensky du jeu, l'armée azovite quitte le front et marche sur Kiev. Et on a un scénario 1919 avec les Spartakistes à Kiev. Et ça, c'est le gros problème. N'oublions pas, parce que ça, le centenaire de la Grande Guerre n'a pas mis la lumière là-dessus. Pourquoi Foch et la France a accepté l'armistice de l'Allemagne en 1918, alors que militairement, le 15 novembre, le grand aïeul de mon ami Régis de Castelnau devait démarrer une offensive géante en Lorraine. Pourquoi on a accepté l'armistice? Parce que les Allemands nous ont bien fait comprendre ce qui se passait à l'intérieur de l'Allemagne. Parce que tout le monde savait que Rosa Luxembourg et Liebknecht et leurs camarades avaient tous les éléments en main pour prendre le pouvoir. Et que tout le monde savait depuis quelques mois ce qu'était devenu la Russie avec la prise de pouvoir par les bolcheviks. Et donc, là, aujourd'hui, ce qui fait peur à tout le monde, c'est pas Vladimir Poutine, c'est pas la situation militaire sur le front. Le problème des Occidentaux, et alors peut-être pas de Macron et sa clique, ou de ses camarades, mais surtout à Washington, c'est ce scénario-là.
c'est que va-t-il advenir si on débranche, puisque c'est eux qui le tiennent, si on débranche Zelensky au niveau intérieur. Et ça, et je pense aussi, parce qu'il faut être aussi objectif, je pense aussi que ça pose un problème équivalent à celui qui était posé à Foch, à l'armée russe et à Poutine. Qu'est-ce qu'on fait si c'est la guerre civile de l'autre côté? Parce que pourquoi on a accepté l'armistice en 1918, le 11 novembre, c'est pour pas aller en Allemagne se battre avec les spartakistes. Parce que si les Européens, la coalition franco-britannique américaine, avaient été obligés de pénétrer en Allemagne pour s'affronter aux spartakistes, on aurait été dans une situation mais terrifiante. Donc les Alliés, Foch, on lui a dit, écoutez, Monsieur le Maréchal, vaut mieux accepter l'armistice maintenant, malgré tout ce que ça va engendrer 20 ans plus tard, plutôt que d'aller être obligé de mener l'ordre, de rétablir l'ordre. Il vaut mieux que l'armée allemande le fasse à notre place. Et c'est ce qui s'est passé. Souvenons-nous de ce qui s'est passé quand nous avons dû rentrer en Allemagne dans les années 20. Et donc là, personne ne veut qu'Azov quitte la ligne de front et vienne faire un coup d'État à Kiev pour prendre le pouvoir. Tout le monde redoute ça depuis 1 an. Parce que là, quoi, les Russes avanceraient? Parce que quoi? Parce que sinon... Non, mais après, il y a la grande question, c'est qui paye? Qui paye? Voilà, c'est ça. Ces gens se battent avec quelles armes? Si vous asséchez les canaux de financement, il n'y a pas de coup d'État, il y a rien pour le faire là. Le problème, c'est qu'on sait que ces gens-là, ça fait partie de tous les détournements dont on a parlé depuis 2022, mais même avant. Ils se sont quand même constitués un trésor de guerre, aussi bien de matériel de guerre que financier, pour prévoir, à mon avis, ce genre de choses pour durer un certain temps. Mais ça voudrait dire que l'armée russe devrait faire quoi? Parce que si vous avez un coup d'État à Kiev et que c'est les néo-nazis qui prennent le pouvoir, mais alors qu'est-ce qui va se passer à Odessa? Qu'est-ce qui va se passer à Kharkov? Et qu'est-ce que ça va contraindre la Russie à faire? Ce scénario-là, personne ne veut l'envisager. Et moi, malheureusement, je suis un peu seul dans mon désert. Je rappelle que c'est une possibilité et qu'elle pose des problèmes à tout le monde, Russes compris. Donc, il va falloir à un moment donné que si c'est pas Azov qui fait la révolution, il faudra trouver les spartakistes ukrainiens parce que voilà, il reste cet élément-là. C'est que va faire le reste de la population qui est soumise à ces privations, qui est soumise aussi aux effets des bombardements auxquels on peut assister. Je parle pas forcément des morts et des blessés, mais simplement des coupures d'électricité et donc d'accès aux services, au chauffage, au cours des derniers hivers, etc. Parce que voilà, on parle des néo-nazis et on parle de ceci, on parle de cela. Il reste la population ukrainienne qui, à un moment donné, peut se transformer entre guillemets, jouer le rôle des spartakistes et dire de tout ça, on n'en veut plus. Et on va peut-être pouvoir enfin décider de notre sort d'une certaine manière, et dire on met les bouts, les Russes ils prennent les 4 oblasts et on arrête les frais. Parce qu'il y a eu plein de sondages qui ont été faits l'année dernière où on voyait que beaucoup d'Ukrainiens disaient mais ça sert plus à rien, ça sert plus à rien. Voilà, ça changera rien si les gars du Donbass deviennent russes. Ils l'étaient déjà, ils le reconnaissaient ouvertement. Et puis ceux de Kherson et de Zaporizhia, globalement, ils sont à peu près dans la même, dans les mêmes dispositions. Et tous ceux qui n'étaient pas dans des dispositions pro-russes sont déjà partis de ces oblasts. À Kherson, il n'y a plus personne qui va dire je veux rester ukrainien à tout prix. C'est fini. D'autant que les Russes, de manière très intelligente, dans chaque endroit qu'ils ont conquis, ils installent les lois russes et donc c'est pour ça qu'il y a plein d'anciens qui restent et ils repayent les retraites des gens qui avaient des retraites depuis l'époque soviétique. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ils disent pourquoi les vieux ils restent là-bas? T'inquiète, dès que les Russes arrivent, ils leur repayent les retraites. Ah d'accord, oui. Donc dès qu'il y a de l'aide sociale, dès qu'il y a ce genre de choses, les gens ils deviennent russes. C'est très sommaire, mais ça fonctionne. Et c'est pour ça que, à l'arrière des positions que la Russie conquiert en Ukraine, il y a très peu de résistance contre l'occupation russe, parce que c'est pas vécu comme une occupation. Ceux qui ont pensé que ça allait être une occupation, ils sont partis, et certains sont à Monaco en train de dépenser notre argent dans des voitures de luxe. Bon, bien. Alors, la grande question, là, maintenant que je me pose, parce que ça fait 1 heure à peu près qu'on parle. Je sais que vous êtes aussi contraint par le temps.
Est-ce qu'on dit un petit mot d'un autre théâtre qui est celui de l'Iran? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, circonstancié? Ah bah, moi, je pense que là, c'est pareil, on s'agite beaucoup. Tout ça, c'est très Shakespeare, hein, c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est-à-dire Ouais, on s'agite pour cacher la défaite américaine qui est oui, colossale. c'est Hein, voilà. évidente, ouais. Moi, j'ai écrit mon livre en 2025 et puis je l'ai publié au début de décembre, je crois, 2025, après la publication du National Security Strategy de la Maison Blanche, Mmh. avec un point d'interrogation parce que on avait vu des choses au niveau du complexe militaro-industriel américain passer l'année dernière avec notamment l'embargo de la Chine sur 5 minerais rares qui sont essentiels à 79% de tous les matériels des forces armées américaines, dont 82% des matériels de l'US Navy, qui est donc l'organe de projection de la puissance réticulaire américaine depuis toujours. Et puis que parallèlement à ça, en 2022, au même moment que se déclenchait l'opération militaire spéciale, personne n'avait regardé ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique en termes de réforme de toutes les branches des forces armées américaines, qui avaient démarré d'abord par l'armée de terre, puis ensuite les Marines, puis ensuite en 2022 la marine, et puis un peu plus tard l'Air Force. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire militaire, on a un État surpuissant, hein, bien évidemment, qui décide, en l'espace d'environ 5-6 ans, de réformer toutes ses forces armées simultanément. Donc là, on est là, on dit mais attendez, c'est possible ça, avec donc pas simplement. Alors il y a tout un volet qui est encore oublié par nos amateurs de plateau là, qui est d'abord la doctrine d'emploi de ces matériels, et puis ensuite la refonte des matériels, hein, avec les nouveaux porte-avions, les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'attaque, etc. C'est-à-dire que on est sur des budgets qui sont, c'est même pas la peine de les citer, ça n'a plus ça n'a plus de réalité pour vous et moi ni nos auditeurs, hein. Et on est face à un complexe militaro-industriel qui est obligé de jouer bas les masques. Hein, c'est-à-dire que dans ce que nous avait expliqué Eisenhower dans son discours final avant la prise de pouvoir de Kennedy en 61, bah, c'est pas qu'un problème de menace sur les libertés publiques, le complexe militaro-industriel américain, bien évidemment, c'est aussi ça, mais c'est d'abord une mafia monumentale et endogamique qui ne fait que servir ses intérêts depuis à peu près les années 60, où son objectif ce n'est plus de fournir des matériels qui soient capables de gagner les guerres des armées pour les armées américaines, mais qui est là pour que des gens s'enrichissent d'abord, quelles que soient les conséquences. Et c'est bien pour ça que dès janvier, Donald Trump a pris un décret qui aurait dû faire l'objet d'émissions spéciales en France ou partout. Donald Trump a pris un décret communiste, si j'étais un supporter MAGA, en disant maintenant l'ensemble des commandes que nous passons à ces grandes entreprises, alors les Big Five héritées de la Seconde Guerre mondiale et puis les nouvelles qui font de la nouvelle technologie, Raytheon et compagnie, devront nous livrer en temps et en qualité le matériel commandé tel que défini dans les contrats. S'ils ne le font pas, ils n'ont plus la possibilité de faire des cessions d'actions ou de faire des ventes et des rachats entre elles. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est-à-dire qu'on est revenu, alors je dis communiste, hein, parce que si vous êtes un Américain moyen et que vous voyez une telle intervention de l'État fédéral, vous êtes là, mais c'est pas possible, la libre entreprise. Bah oui, Oui, mais sauf oui. que la libre entreprise, elle a abouti au fiasco que tout le monde connaît un peu en Europe, qui est le F-35, et surtout nous Français, parce qu'il faut défendre, et à raison, Dassault. Mais tout le monde a oublié l'autre grand fiasco, qui est la frégate Zumwalt, qui a coûté aussi, comme dirait notre cher président, un pognon de dingue aux contribuables américains pour rien. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu tout arrêter. Alors là, on nous dit depuis un an qu'elle va servir, les 3 qui ont été construites et lancées, qu'elles vont servir pour faire de l'hypersonique. Mais enfin, les essais viennent de commencer, on verra si c'est abouti. On devait en voir 15 arriver. Donc on a une puissance américaine qui, comme moi je dis sportivement, t'as plus les moyens de tes ambitions. Voilà, on a eu une idée pendant des années que c'était les plus beaux, les plus forts, etc. Ben non, 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 c'est fini. Et donc là, ils ont épuisé, comme ils l'avaient déjà bien entamé pendant la guerre des 12 jours,
leurs munitions anti-aériennes pour protéger essentiellement le ciel israélien, parce que bon, on est allié des pays arabes, mais quand même, c'est que des Arabes, hein, faut pas aller trop loin. Alors on va protéger nos bases dans la péninsule arabique, mais Doha, Riyad, c'est pas grave s'ils prennent des missiles ou s'ils prennent des drones Shahid, ça leur apprendra. Et aujourd'hui, un des exemples, hein, c'est par rapport au Tomahawk que tout le monde connaît depuis la première guerre du Golfe. L'US Navy a dit il nous en faut pour l'année prochaine. Par rapport à ce qu'on vient de tirer, par rapport à nos stocks, il faudrait que les entreprises qui fabriquent le Tomahawk nous en fournissent environ 700 exemplaires. Les entreprises ont répondu, on ne pourra vous en donner que 100. 150, oui. Rendez-vous compte, hein, c'est-à-dire que 100, c'est 72 heures de frappe sur l'Iran au rythme où on l'a vu entre le 28 février et le 2 mars. Voilà le big sheriff américain, ce qu'il est capable de faire. Et c'est aussi pour ça que Donald Trump, alors déjà avant que ça commence, le chef d'état-major interarmes, ses relais donc dans la presse américaine, etc., avait dit non, si on pouvait éviter d'y aller, parce que là, déjà ce qu'on a dépensé pendant la guerre des 12 jours, il nous faut 5 ans pour le remettre à niveau avec les missiles Arrows et SAD. Donc là, si on se lance là-dedans, ça va être une catastrophe. Aujourd'hui, les missiles SAD et Arrows, à part les stocks qui ont été prélevés sur les théâtres d'opération ailleurs que pour le CENTCOM, il faut attendre minimum 5 ans pour revenir au stock qu'ils avaient avant le début de l'année. Voilà. Donc il peut s'agiter sur Truth Social, il peut dire tout ce qu'il veut. Ils feront quelques frappes là comme ça pour faire un peu monter la tension. Peut-être que ça lui permettra de faire des coups boursiers, lui et sa famille, sur le prix du pétrole. Mais voilà, la défaite américaine, elle est là. Moi, mon grand souci, puisque là, le sablier qui a commencé à couler depuis la fin du 13 juin dernier à la Knesset avec la dernière motion de censure contre Netanyahou, moi, mon gros problème depuis le 13 juin dernier, c'est Benjamin Netanyahou et excusez-moi, et les malades mentaux qui l'entourent. Voilà. Moi, c'est eux qui me font peur. Et ça se voit d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, malgré les cessez-le-feu, malgré tout ce qu'on dit, qui continue de frapper, qui continue de mener la guerre à outrance au Liban, contre une partie du peuple libanais qui n'a rien à se reprocher, c'est Israël. Voilà, et dans des proportions. Enfin, si la Russie faisait ça depuis 2022, mais enfin, on sait bien, vous et moi, ce qu'on en dirait. Absolument. Absolument. Et ce malheureux Liban souffre terriblement. Et Gaza, voilà, c'est pas fini non plus. Et Gaza, c'est pas fini. Et puis surtout, parce que ça, c'est le grand oublié de tout le monde, la Cisjordanie, qui est... Les gens comprennent pas. Nous, avec Stratégique, on était un peu étonnés. À l'été 2023, donc avant le 7 octobre, on expliquait ce qui se passait en Cisjordanie avec les colons, qu'avaient commencé les opérations auxquelles on assiste. Alors la différence à ce moment-là, c'est que Netanyahou venait de reprendre le pouvoir, donc c'était pas encore... ils avaient encore des contraintes qui étaient posées par les forces constabulaires israéliennes et l'armée israélienne. Et à partir du 7 octobre, et là c'est pareil, personne n'en a parlé, les colons ont eu, mais c'était open bar, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez détruire des oliveraies, vous pouvez tuer les gens dans leurs champs, vous pouvez faire tout ça. Et là maintenant, on a carrément, depuis presque un an, l'armée israélienne et les forces constabulaires israéliennes qui aident les colons à commettre ces choses-là. Et ça, alors là, la Cisjordanie, c'est pour perte et profit dans nos médias. Oui, donc votre crainte, c'est quoi? C'est qu'Israël, face à son échec, c'est-à-dire face aussi, parce que eux aussi sont en échec vis-à-vis de l'Iran, décide des mesures ultimes, des mesures folles, c'est quand même une puissance nucléaire. Parce que finalement, là, l'échec et l'humiliation sont avérés et lourds. Voilà. Donc, oui, moi c'est ça mon problème, c'est que je veux bien, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis un enfant de la guerre froide, j'ai pas oublié ce qu'a été l'Iran des années 80, mais aujourd'hui je sais que la seule puissance nucléaire dans cette région, dotée avec des vecteurs, c'est l'armée israélienne qui les possède, c'est pas l'Iran, c'est pas je sais pas, l'Arabie Saoudite ou etc. Le pays musulman le plus proche qu'à la bombe atomique, c'est le Pakistan. Et donc moi ce que j'ai peur, c'est que des gens qui sont des fanatiques religieux messianiques,
hein, parce qu'il y a cette Ouais. dimension-là eschatologique chez eux qui est plus que présente. Hein. L'Armageddon, mais ils l'attendent. C'est même pas, enfin, ils s'en cachent pas en plus, hein, parce que il y a des gens qui me disent oui, mais tu racontes n'importe quoi. Non mais allez écouter les discours de Ben-Gvir et de Smotrich. Je n'invente rien. Quand ils disent qu'ils veulent détruire les Palestiniens parce que c'est la lie de l'humanité, j'invente rien. C'est eux qui le disent. Bon. Et quand ils disent que là, on est arrivé à l'instant qui est théorisé par certains religieux juifs de Gog et Magog, de la grande confrontation avant le retour du Mashiach, du Messie, ben, ils le disent aussi. C'est pas moi qui l'invente. Et si ça passe par le feu nucléaire, c'est aussi chez certains une certitude. Donc ça m'inquiète beaucoup plus que ce qui peut se passer sur le théâtre ukrainien avec les Russes. Très bien. Eh ben, nous allons terminer sur ce qui, j'espère, n'est pas du tout une prophétie. Euh, J'espère que c'est une inquiétude excessive. C'est une inquiétude. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup de vous être prêté à l'exercice, même à distance. Et puis, ben, nous aurons sans doute l'occasion de nous retrouver sur Paix et Guerre. Que tous ceux qui le souhaitent aillent vous suivre sur Veille Stratégique. Et encore une fois, merci de cet entretien géopolitiquement incorrect, très géopolitiquement incorrect et très intéressant. Voilà. Merci infiniment, Sylvain. Merci Et Caroline, et puis j'espère effectivement qu'on se reverra dans moins de temps que la dernière fois où on s'était c'est vu avec vrai, Régis de c'est vrai, Castel. c'est vrai, il y a très longtemps. C'est vrai, mais le temps passe si vite. C'est vrai. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. À très Au bientôt, revoir, au chers revoir. amis. Merci de votre attention.